Le 23 septembre dernier, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, la photographe Angelina Katsanis a pris cette photo. L'homme qui tient le téléphone, c'est Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, l'équivalent de notre ministre des Finances. Il vient de recevoir un message d'un certain BR, très probablement Brooke Rollins, la ministre des États-Unis de l'Agriculture. Le message indique que la Chine achète son soja aux Argentins plutôt qu'aux États-Unis, que les prix s'effondrent et que la Chine est en position de force. Mais qu'est-ce que le soja vient faire dans la guerre commerciale de Trump? Pourquoi ces ministres s'échangent-ils des textos au sujet d'une plante qui semble si banale? Pour le savoir, il faut que je vous raconte l'histoire du soja. C'est l'histoire d'une plante mal aimée qui a patiemment mûri sa revanche pendant des siècles. Une histoire dans laquelle on va croiser des tourteaux qui n'en sont pas vraiment, des OGM, Diego Maradona, des vaches folles et également pas mal de cartes. C'est une vraie expédition. Alors on prend sa boussole, on chausse ses bottes et c'est parti. Je vous raconte la revanche du soja. Comme je peux pas m'improviser expert en soja, pour cette fois, on va partir avec un guide. Il s'appelle Olivier Antoine et il est tellement calé en soja qu'il vient de sortir cette géopolitique du soja chez Armand Collin. C'est le guide idéal. Le seul souci avec Olivier, c'est qu'il aime pas le soja. Je suis pas fan du soja en tant que tel, j'en ferai pas mon casse-croûte. Mais à part ça, il est super calé. Maintenant que les présentations sont faites, faut qu'on s'attaque à une question fondamentale. Qu'est-ce que le soja ? Quand vous pensez à du soja, vous pensez à des petites racines croquantes, à des sauces sucrées ou salées et à du tofu. En fait, vous pensez à du soja transformé qui est ultra minoritaire dans le commerce mondial. Le vrai soja, celui qui s'échange à la tonne sur le marché mondial, il ressemble plutôt à cette cascade de petites graines rondes que ce gentil agriculteur tient dans le creux de sa main. On appelle ça du tourteau de soja. Alors, rien à voir avec le délicieux crustacé. Et ce tourteau de soja, c'est pas vous qui le mangez, et c'est pas moi non plus. Aujourd'hui, ce qui fait la grande spécificité du soja, c'est qu'il est invisible parce qu'il est consommé par les animaux. Le soja, on le voit pas. Vous voyez à quoi ça ressemble un champ de soja? Probablement pas, et c'est bien normal. Alors déjà, pour votre gouverne, voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, vous savez pourquoi vous n'avez pas d'image mentale du soja? Eh bien, c'est parce qu'il n'a aucun prestige, il accompagne aucune civilisation, il n'y a pas de mythologie qui l'entoure. À la différence des énormes stars que sont le riz et le blé, qui structurent complètement les civilisations européennes et asiatiques, le soja, lui, est une plante sans prestige ni histoire. Un peu le Olivier Giroud des graines. Très efficace, mais aussi mal aimé. Le soja est né en Chine et pendant des millénaires, il y est resté. Une grande partie de l'hissoire du soja est essentiellement asiatique. À partir de la Chine, la plante va essaimer vers les pays voisins, principalement en Asie du Sud-Est. Elle va se développer au Japon, un petit peu en Corée, mais elle va jamais vraiment sortir de la zone. Pourtant, les grands voyages, qu'ils soient chinois ou européens, ont permis des échanges entre les deux civilisations. L'Europe a par exemple été giga séduite par la poudre à canon. Mais le soja, ouais. En Europe, les premières réactions quand on veut cuisiner le soja, quand on lit des chroniques, c'est bon, c'est pas bon. Voilà, ça c'est pas bon. Quand il est cuisiné, ça ne sent pas bon. Bref, ça ne séduit pas grand monde. Il faut dire que même en Asie, le soja n'a pas une réputation incroyable. Il est consommé pour ses apports nutritionnels et puis basta. Le blé, c'était pour les riches du nord de la Chine. Le soja, c'était plutôt considéré un peu comme le grain du pauvre. Il n'a jamais émergé. Et surtout, d'un point de vue social et symbolique, il n'a jamais été associé ni à la richesse, ni à la divinité. Ni à rien du tout, en fait. Pas la peine d'insister, Olivier, je crois qu'on a compris. Du coup, le monde découvre le soja petit à petit, mais plus comme une nouveauté que comme un truc qui se mange. C'est une plante d'ornement, une plante dans les jardins botaniques, une plante de curiosité pour les chercheurs, mais certainement pas une plante qu'on va décider de développer. Et ça reste comme ça pendant une bonne partie de l'histoire. Mais à la fin du 19e siècle, tout change. Le soja va vivre son rêve américain. Même si personne ne le respecte depuis le début, le soja a quand même deux gros avantages. Et ça va finir par convaincre les États-Unis. Alors le soja, il a une première très grande vertu, c'est que d'un point de vue agronomique, il enrichit les sols, il accompagne très bien les autres cultures. Ça a été vraiment sa première mission, c'est d'accompagner le maïs, d'accompagner le coton, d'être un petit peu la béquille qui allait enrichir les sols entre deux récoltes. Donc le soja, c'est pas la star, mais il permet aux autres cultures de s'épanouir. Mais c'est pas tout, il y a encore mieux. Le principal avantage du soja, c'est que c'est un aliment extrêmement riche en protéines. Et on se rend compte que pour la nutrition animale, c'est juste la protéine idéale. Et oui, le soja régénère les terres et nourrit les animaux. Est-ce que ce serait pas au final la plante idéale? C'est ce que se demandent les États-Unis, surtout qu'à cette période de leur histoire, ils sont en plein exode rural et transition urbaine.
Les populations quittent les campagnes pour venir peupler les villes. Les courbes de la population urbaine et de la population rurale aux États-Unis vont se croiser en gros dans les années 20. Ça en fait des bouches à nourrir. Donc il va falloir trouver des moyens de nourrir vite et de nourrir bien une population qui est de plus en plus croissante, qui quitte les campagnes pour pouvoir grossir les villes, grossir le rang des ouvriers dans les industries. Au début, les États-Unis développent doucement leur culture du soja, mais achètent la majeure partie de leur consommation à la Chine. Mais un événement qui va se passer à l'autre bout de la planète va tout chambouler. L'invasion de la Mandchourie par le Japon. Et oui, vous avez jamais lu Tintin et le Lotus bleu ? En 1931, le Japon envahit cette région du nord-est de la Chine. Et devinez où se trouve le principal foyer de la culture du soja en Chine ? Eh oui, en Mandchourie. Pas de Mandchourie, pas de soja. La Chine réduit drastiquement ses exports et les États-Unis vont développer la culture chez eux. À partir des années 30, la culture du soja aux États-Unis s'envole pour ne presque plus jamais retomber. Et ça y est, le soja est prêt pour sa première revanche. Comme d'habitude, les États-Unis ne vont pas faire les choses à moitié. Ce développement va prendre une telle ampleur que les États-Unis, en quelques dizaines d'années, vont passer d'être peut-être le premier importateur mondial à devenir le premier producteur mondial, puis le premier exportateur mondial, et à constituer tout un système industriel et agroalimentaire où le soja va devenir une donnée centrale de cette production. C'est la première revanche du soja, nourrir un monde en reconstruction au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'agriculture européenne est exsangue et le continent décimé, l'Europe va devoir arbitrer ses priorités. Côté agriculture, ce sera le lait, les céréales et la viande. Le soja, lui, sera acheté aux Américains. Pour produire toujours plus, les États-Unis vont mettre en place un système maîtrisé d'un bout à l'autre. Ils ne se contentent pas de cultiver les graines, ils mettent en place toute une chaîne de production. Ils ont les terres, ils ont le climat, ils ont l'eau, ils ont les hommes, ils ont le savoir-faire, mais ils vont développer tout un savoir-faire aussi au-delà de l'agriculture. Ils vont avoir de très grandes entreprises, ils vont mettre en place tout un système de négoce pour pouvoir permettre des ports, des silos, du transport. En fait, c'est tout un maillage de l'amont à l'aval. Tout se passe bien comme ça pendant des années, jusqu'en 1973 où c'est la catastrophe. Cette année-là, énorme sécheresse et la conséquence est directe. Regardez la courbe, la production chute et les États-Unis décident de réduire drastiquement leurs exportations. Les prix s'enflamment et sont multipliés par 4. Que va faire l'Europe ? Avoir une idée qu'elle estime géniale, mais qui est en réalité absolument nulle. La communauté européenne, à ce moment-là, va devoir se retourner vers une solution pour pouvoir pallier son déficit protéique. Cette solution, ça va être les farines animales. L'occasion pour le soja de prendre sa deuxième revanche. Je sais pas où vous étiez en 1996, ni même si vous étiez né. Sachez qu'à cette époque-là, Thierry Henry n'avait encore jamais porté le maillot de l'équipe de France et qu'on avait gagné exactement 0 Coupe du Monde. Sachez aussi qu'à ce moment-là, on parlait pas mal de la vache folle. L'affaire de la vache folle, certaines lacunes, semble-t-il, des services vétérinaires anglais. La vache folle, encore. La maladie de la vache folle frappe en Mayenne. Elle n'aurait jamais attrapé la maladie de la vache folle. Ce scandale sanitaire arrive quand on se rend compte que c'est pas une giga idée de faire manger des cadavres d'animaux réduits en poudre à d'autres animaux qu'on a ensuite nous-mêmes l'intention de manger. Là comme ça paraît évident, mais garanti qu'à l'époque tout le monde était hyper surpris. Les bovins qui mangent des carcasses de bovins transformées en farine et qui vont contracter une maladie qui va être l'encéphalite spongiforme bovine, l'ESB, qui elle-même va se transmettre ensuite du bovin à l'homme sous la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ok, mais là Olivier, vous parlez bien de la vache folle. La vache folle, oui, j'ai pas dit vache folle. Et non, mais c'est pas grave. On avait compris, et d'ailleurs l'Union européenne aussi, puisqu'elle va décider de stopper purement et simplement toute utilisation des farines animales. Il va falloir un remplaçant, et devinez qui va pointer le bout de son nez ? Notre soja. Et la demande est telle que de nouveaux acteurs émergent. Notre soja va connaître un glissement géographique de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud. Donc cette fois-ci, il s'agit de trouver d'autres partenaires. Et depuis les années 70, il y a 2 pays qui émergent, c'est l'Argentine et le Brésil. Ces 2 pays vont connaître un véritable boom du soja jusqu'à devenir des acteurs majeurs. Si on regarde la courbe des principaux pays producteurs, on les voit en effet décoller dans les années 60, puis carrément s'envoler dans les années 90. Le Brésil est devenu le premier producteur, le premier exportateur mondial de soja. Il a dépassé et il va continuer à dépasser largement les États-Unis. C'est devenu le roi du soja, le Brésil. À grands coups de déforestation, ces 2 pays développent à fond la culture du soja, bien aidés en ça par un autre acteur dont on parlait pas mal dans les années 2000, les OGM.
Le soja WR, pour résistant au Roundup, c'est le premier OGM cultivé hors des frontières des États-Unis dans les années 90. Et ça se passe en Argentine. Et même si le Brésil a attendu le début du 21e siècle pour autoriser les OGM, en réalité, le mal était déjà fait. On a vu apparaître une graine qu'on appelait le soja Maradona. C'était une manière de dire, en gros, c'était du soja, des semences de contrebande OGM qui traversaient la frontière. Et on l'appelait Maradona parce que c'était miraculeux. C'était la main de Dieu qui venait se poser sur les récoltes sud-américaines. La production mondiale explose, portée par ces nouveaux géants sud-américains et par l'ouverture de la Chine au monde. C'est comme si demain, on mettait l'équivalent de la population de l'Union européenne sur le marché alimentaire. Ça bouleverse des équilibres. Le marché mondial est complètement chamboulé. Et à ce sujet, vous vous souvenez peut-être de ce grand film qu'est Un Indien dans la ville, sorti en 1994 ? Dedans, le personnage de Thierry Lhermitte est trader. Et trader en quoi ? Eh ben en Soja. Le lise aussi, monsieur Malchado. Bref, en moins d'un siècle, le soja est devenu stratégique, la pierre angulaire de tout le système agroalimentaire mondial. Il est désormais prêt pour sa troisième et dernière revanche, la plus récente. Vous vous souvenez du texto de la ministre de l'Agriculture des États-Unis au début de la vidéo? Et bien maintenant, on a tout ce qu'il faut pour comprendre les enjeux autour du soja. Le seul truc qui manque, c'est une pincée de tarifs douaniers et puis un soupçon de guerre commerciale. Depuis le début de son second mandat, Trump vise particulièrement la Chine au travers de sa guerre commerciale. En représailles, celle-ci a décidé d'arrêter purement et simplement toutes ses importations de soja américain. À l'heure où on se parle, 0 $ ont été signés. C'est-à-dire que la Chine a dit « je ne vous achète pas de soja ». Elle en fait une arme géopolitique très maligne. Donc les Américains ne peuvent plus vendre leur soja aux Chinois, qui étaient pourtant leurs premiers clients. En 2024, les États-Unis avaient vendu pour 12,6 milliards de dollars de soja aux Chinois. Or, en 2025, depuis mai, le carnet de commandes est vide. Et attendez d'entendre la suite. Qui produit le soja aux États-Unis? Ce sont des agriculteurs des États de l'Iowa, de l'Illinois, qui sont des bastions républicains. Et oui, des farmers du Midwest, bien Trump, bien MAGA. Et aujourd'hui, ils ont un peu de mal à comprendre pourquoi la guerre commerciale de leur chouchou met leur business par terre. D'autant que, cerise sur le tourteau, les Chinois achètent maintenant leur soja à l'Argentine, un pays allié de Trump qui est super copain avec le président Javier Milei et qui vient de bénéficier d'une aide de 20 milliards de dollars de la part de ces mêmes États-Unis. Et oui, il y a le rêve MAGA. Et maintenant, il y a la réalité MAGA. Perso, je m'y connais vachement plus en soja après cette vidéo qu'avant, j'espère que c'est pareil pour vous. Et s'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez qu'on fasse plein de cartes, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Je les lis tous.